l'état du marché foncier en Champagne, donc. Attends, avec la flèche. Donc voilà, en gros, ça c'est des chiffres voilà, 2022, hein, ils sont intéressants à connaître. Finalement, ils se vendent peu de surface en Champagne, ce qui explique le prix du foncier aussi, hein, par rapport à ce qu'on a dit. Même s'il y a un gros travail de fait par tout le monde pour essayer de ne pas le faire trop monter, il monte tout doucement, vu qu'il y en a peu à vendre, et qu'il y a quand même des opérateurs qui sont intéressés par les achats. Donc on voit à peu près 0,40% de l'appellation en production, donc très peu, en 2022, il y a quand même 153 hectares. Alors c'est pas que de la vente volontaire, souvent voilà, on s'aperçoit bien dans les dossiers qu'on voit passer dans des commissions qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent par des successions qui ont été mal gérées, et donc les gens qui ont besoin de vendre le foncier, c'est inévitable, pour essayer d'en garder une partie, d'en sauver une partie et de payer les droits de succession qui ont été mal préparés. C'est quand même la conséquence de ce que vous avez expliqué, qui n'a pas été préparé, quoi. Donc là, on voit l'état du marché foncier, alors par secteur, par région. Bon, là, c'est plus aléatoire au niveau graphique, hein. Ça peut être plus ou moins comme ça tous les ans, parce que ça dépend. D'un seul coup, il peut y avoir une grosse propriété qui a été vendue dans un secteur, et ça va complètement modifier le schéma qu'on voit là. Mais bon, voilà. Ça, c'est la 2022. On voit quand même qu'il y a une grosse partie qui est malgré tout, en ce moment, revendus un petit peu dans les secteurs, un petit peu qui ont été un peu délaissés par les grandes maisons quelque part, et qui se sont mis à être vendus là sur la période Covid et puis jusqu'à 2022. Donc, on sait que le foncier est sous tension, donc le prix est quand même, voilà, 1 million, c'est plutôt le prix, voilà, on peut encore retrouver un petit peu en dessous, hein, dans certains secteurs, mais c'est l'exemple. Difficulté d'acquérir du foncier, mais ça, c'est un petit peu, mais bon, c'est un plan que je présente sur d'autres assemblées, donc voilà. Les plantations, il n'y en a plus, donc forcément, ça fait monter le prix du foncier. Les successions, voilà, c'est vraiment le sujet, hein, les successions qui fragilisent les exploitations, parce qu'il y a des moments, il y a de la perte de surface, ou des ventes faites par les frères et sœurs, ou par un propriétaire qui, lui, est décédé, et donc les enfants, ils veulent prendre, ça ne les intéresse pas de garder des vignes et de laisser un bail à un exploitant, donc ils vendent. C'est souvent ces cas-là qui viennent mettre en difficulté les exploitants. Donc voilà, des prix élevés, pas trop de tendance baissière. Il y a un truc aussi qu'on pourrait parler, c'est frères et sœurs, il y en a un qui reprend les vignes, il n'est pas exploitant, il est double actif, mais il n'active rien du tout. Et où ça va dans la grande maison. Ça, bon, tout à l'heure, on a dit le partage, voilà, on rentre effectivement. Il peut y avoir des frères et sœurs qui disent, ben, moi, les vignes, ça ne m'intéresse pas, donc je veux une somme d'argent, donc là, ça met en difficulté, ça met à un moment celui qui exploite dans l'obligation d'acquérir le foncier s'il veut garder son exploitation, ou de trouver des apporteurs de capitaux. Ils reprennent les vignes, ils deviennent exploitants. Ah oui. Mais ils ne vont jamais aux vignes. C'est la grande maison qui fait le travail de la vigne et la vendent avec. Alors bon, moi c'est orienté un peu coopérative, parce que je suis secrétaire général, je ne suis pas ici en tant que président de la coopérative Maille Grand Cru, mais en tant que secrétaire général de la Fédération des coopératives, on a essayé de mettre en place, parce que ça fragilise, de par le fait des coopératives, hein, quand on ne sait pas si le foncier peut d'un seul coup être revendu ailleurs, on fragilise les coopératives, et donc les outils qui ont été mis en place peuvent devenir compliqués à gérer, parce qu'il y a des pertes de surface importantes, et on s'en aperçoit souvent, et donc ça fait un moment qu'on réfléchit pour essayer d'accompagner du mieux possible les vignerons qui sont impactés par des ventes dans lesquelles ils ne s'attendaient pas, par suite soit de mauvaise gestion de leur patrimoine quelque part et de leur succession, soit par des ventes qui ont été faites par les propriétaires. Donc, on peut acquérir du foncier avec des coopératives. C'est un moyen, si on est en coopérative, d'aller voir sa coopérative en disant est-ce que la coopérative est en capacité d'acheter des vignes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait couramment, hein, mais ça se fait, sachez-le. Il y a des montages qui se sont faits.
voilà, c'est quand même quelque chose compliqué à gérer. Hein. Il faut que le conseil d'administration ait statué sur le fait qu'à un moment, on va mettre une certaine somme d'argent et on voit que ça peut vite monter. Hein. Un hectare de vigne à 1 million, voilà, il faut prendre des résultats de la coopérative pour aller acheter du foncier, mais c'est pour essayer de ne pas le perdre. Et après, on peut soit la coopérative peut l'exploiter directement, c'est pas forcément dans les statuts coopératifs ce qui est le plus logique, si on veut, mais qui est autorisé, il faut le savoir, parce que bon, souvent j'entends dire que les coopératives ne peuvent pas exploiter de vignes. Si, elles le peuvent, au même titre qu'un négoce a ses propres vignes et exploite ses propres vignes. Donc pourquoi pas, les coopératives peuvent être exploitées, alors souvent sous une société annexe, et donc elles vont pouvoir soit les exploiter, soit les louer. Voilà. C'est aussi souvent ce qui se passe, hein, les louer à des jeunes, les relouer à celui qui justement était en difficulté, pour essayer de lui permettre à un moment peut-être de réacquérir ses surfaces qui, dans le temps, peut-être qu'il aura financièrement les capacités de reprendre. Voilà, c'est des fois du portage, c'est du portage plutôt dans les coopératives. On estime que c'est plutôt ça qu'il faut aller. C'est pendant la période de difficulté, c'est aider les vignerons pour qu'il aille jusqu'à un moment être en capacité de racheter ses vignes. Alors, bon, on peut aller jusqu'à des surfaces exploitées de 20% maximum engagées par les coopérateurs. Bon, ça fait déjà, par rapport à la taille des coopératives, bon, pour arriver à prendre 20% du foncier dans les coopératives, il faut déjà soulever des fonds importants. Donc, ne vous inquiétez pas, les coopératives ne vont pas acquérir des milliers d'hectares. C'est assez vite séché. Donc voilà ce que je disais, on peut exploiter à son propre compte. Il faut bien sûr faire les mêmes démarches qu'un exploitant, enfin qu'un quelqu'un qui va s'installer. Hein, c'est de faire une déclaration à la DDT, une déclaration de récolte, voilà, et où la coopérative va louer à ses adhérents coopérateurs, soit celui qui serait susceptible de perdre de la surface, soit des jeunes, pour essayer d'appliquer les jeunes et de les accompagner dans leur installation. C'est tout ça à écrire, ceux qui sont opérateurs, à bien ficeler au début, parce que ça peut être quand même des sujets à discorde dans un conseil d'administration ou dans une coopérative. Quand on distribue, vous avez tous, on a tous à cœur d'exploiter une parcelle, c'est toujours un peu plus compliqué quand c'est acheté en commun et dire qui va l'exploiter. On aurait tendance à se dire que chacun, on a envie d'exploiter et que l'autre, il n'en a pas besoin. Donc, attention, s'il y a des opérations comme ça, à bien les ficeler. Voilà, donc ce que j'ai anticipé, hein, je connais un peu le sujet. Donc voilà, on peut revendre aux associés coopérateurs. C'est plutôt ce qui est recommandé d'ailleurs pour l'objectif. On n'est pas limité en surface. Voilà. La filiale devient associée au coopérateur. Ça, c'est plutôt ça. Il vaut mieux des filiales dans les coopératives que d'être vraiment propriété de la coopérative. Donc voilà, le sujet qui est un peu plus d'actualité, si on veut, quand vous rencontrez des difficultés, ce qu'on a mis en place, c'est essayer d'aller, parce qu'on est souvent en difficulté, on rencontre beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant j'ai un propriétaire j'ai un propriétaire qui est décédé, les enfants m'ont téléphoné, ils ne peuvent pas payer la succession, ils vendent la parcelle. Donc là, c'est un vrai problème parce que c'est de la perte de surface pour l'exploitant et la coopérative, bien, pour nous, en tant que représentant de la coopérative. Donc là, c'est trouver des moyens qui vont permettre à tenir la surface exploitée avec un bail. Donc, on a trouvé quelques solutions qui ne sont pas évidentes, mais vous en avez peut-être tous chez vous, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a potentiellement peut-être des personnes qui sont prêtes à investir dans du foncier viticole. Si vous avez des clients, si vous vendez du champagne, si vous côtoyez des fois des gens sur des salons, voilà, des acheteurs chez vous de champagne qui finalement ont des capacités financières intéressantes et qui, de temps en temps, seraient susceptibles de placer, plutôt que de le placer sur un livret ou
d'autres placements sont intéressés par des placements sur du foncier viticole. Alors là, on revient sur un schéma d'un acheteur qui va vous faire un bail à 25 ans ou à 18 ans, c'est mieux, mais voilà, et qui va vous laisser les surfaces à exploiter. Ça permet de pallier la perte de surface et de payer la somme qui est due soit aux enfants qui sont en incapacité d'acheter les vignes ou quand il y a succession à ceux qui réclament l'argent plutôt que les vignes. Donc le schéma, en fait, il est syndicat général des vignerons et fédération des coopératives. Je suis là en tant que secrétaire général de la fédération des coopératives, mais c'est vraiment un schéma qu'on a mis en place pour répondre aux besoins de la filière. C'est autant le syndicat général des vignerons que la fédération des coopératives, même si à la base, c'est nous qui avons initié plutôt le projet. Donc le propriétaire ou l'exploitant qui n'a pas préparé sa succession, d'un seul coup, il y a des vignes à vendre. Ce qu'il faut, c'est alerter soit la coopérative qui va alerter le syndicat général des vignerons ou la fédération des coopératives. Et là, il y a une commission qui va regarder les dossiers qui arrivent pour voir si ça met réellement en péril l'exploitation, si elle investit un peu pour garder son foncier. Alors oui, j'ai oublié de dire, malgré tout, il y a des dossiers, moi, qui me gênent un petit peu, c'est que un peu systématiquement, quand il y a des vignes à vendre qu'on exploitait, il n'y a que des vignerons aujourd'hui qui ont une réelle envie d'acheter le foncier ou de s'endetter un peu pour garder leur foncier. On a des tendances en ce moment à avoir des gens qui disent « mais moi je ne peux pas acheter le foncier ». Quand on regarde les structures d'exploitation, on se dit que de temps en temps, si on croit en son métier, ce que moi je crois, on peut aller mettre de l'argent dans le foncier plutôt que d'aller le mettre. Il y a des exemples d'appartements, mais c'est bien de diversifier, sûrement. Mais quand on le peut, moi je pense que la priorité pour une exploitation viticole et un propriétaire foncier, c'est de croire en son métier, c'est quand même de mettre un peu d'argent dans le foncier. Donc, de temps en temps, on recadre un peu les dossiers en disant, écoutez, avec la surface que vous avez, je pense qu'on peut un petit peu, vous pouvez aller vers l'achat du foncier. Si vraiment la situation fait que l'exploitation est en incapacité d'aller chercher son foncier, on essaye de trouver des investisseurs, donc avec la SAFER, voilà, on est en lien avec la SAFER, qui ont des fois des gens qui les interrogent sur une possibilité d'acheter du foncier, ou d'autres structures qui sont aujourd'hui un peu connues, qui sont prêtes à mettre de l'argent, parce qu'il y a des avantages là qui ont été déjà mis en place depuis un certain temps pour ces gens-là, dont le bail à long terme, qui leur permet, eux, ceux qui investissent, de pouvoir faire des donations. Et là, ils sont bien dans le système là. Donc, ils achètent du foncier et ils sont déjà avec un bail à long terme qui va être signé. Et donc, ils sont exonérés à 75% des droits de donation. Donc, eux, ils l'utilisent. Ceux qui sont dans le financier, ça, ils l'ont tout à fait compris, des fois mieux que nos professions l'ont compris. Donc, systématiquement, c'est bail à long terme. Et souvent, moi, je vois ce qui se fait, c'est des investisseurs qui mettent de l'argent et qui vont rapidement donner aux enfants pour pouvoir bénéficier des abattements de 75%. Donc voilà, sachez que s'il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter aussi, il ne faut pas tout de suite aller. Je ne sais pas qui s'est connecté, mais c'est pas grave. C'est pas forcément directement le négoce qu'il faut aller voir pour se faire aider quand il y a du foncier à acheter. Il y en a, mais c'est pas grave. Je dis, on est en opposition. Le foncier doit rester la propriété des exploitants pour vendre le raisin au négoce. Il faut les abonder en raisin pour faire la commercialisation, mais il faut freiner au maximum l'achat de foncier directement fait par négoce, parce que là, à un moment, tout le monde à mon avis, est perdant, et les notaires aussi d'ailleurs, parce qu'une fois que c'est acheté directement par un négoce, il n'y aura plus de succession, il n'y aura plus de donation, il n'y aura plus de choses comme ça à faire. Les choses, oui, enfin, je pense que là, ça sera géré différemment. Donc, c'est des dossiers qui ne reviennent pas, et effectivement, c'est dommage qu'en France, on soit tous les 30 ans, 40 ans, obligé de repayer pour redonner, pour
garder son outil de travail. C'est peut-être ce que j'aurais dû dire au début. Moi, ça fait 40 ans que je suis exploitant. J'ai toujours entendu dire qu'en France, je m'adresse aux députés, un peu quelque part, en France, on devrait être exonéré de droits de succession sur l'outil de travail, purement et simplement, ça éviterait tout ce qu'on a dit avant. Oui. Et tant que l'outil de travail n'est pas en fait monnayé, c'est un outil de travail, il n'a pas de valeur. Mais bon, ça, c'est le rêve de toute ma carrière. Et en ce moment, je suis en train, malheureusement, obligé de préparer des donations. Donc, voilà. Il échappe quand même finalement à la si demain le vigneron s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas forcément d'enfants qui reprennent? L'objectif des vignerons aussi, même s'ils ne transmettent pas directement à leurs enfants, c'est parfois de transmettre à leurs petits-enfants. Mais là, si effectivement, qu'est-ce qui se passe à la fin finalement? Qu'est-ce que devient cette parcelle de vigne? C'est comme tout achat de foncier par quelqu'un d'externe, forcément, à un moment, à la fin du bail, on ne sait pas si on est sur un 25 ans, effectivement, celui qui a acheté peut le reprendre. Oui. Normalement, c'est des investisseurs qui ont, enfin, ils rentrent, ils achètent des parts de société. Ils ne sont pas exploitants, ils ne sont pas récoltants, enfin déclarants de récolte, donc voilà, ils n'ont pas les capacités, mais effectivement, sur 25 ans, ils peuvent à un moment avoir un enfant qui, à un moment, pourrait s'installer. Là, c'est pour pallier des déficits d'achat. C'est un peu une solution importante parce qu'on essaie quand même de transmettre, même si on sait bien, c'est toujours, on a quand même cette histoire dans nos exploitations de transmission de génération en génération, même si ça saute une ou deux générations. Et là, quelque part, c'est un peu risqué, on risque de le perdre quand même. Je suis d'accord que la meilleure des solutions, c'est celle que je dis, c'est d'acheter. Parce qu'on croit en son métier. Moi, je pense que voilà, la première des choses, c'est celle-là. C'est peut-être s'endetter quand même, plutôt que d'aller s'endetter pour acheter d'autres choses qui sont peut-être pas dans le tout à fait. Voilà, je vais être merde, une belle voiture ou je sais pas quoi, ou un appartement ou une belle maison sur la Côte d'Azur. Voilà, clairement. C'est quand même le foncier qui nous fait vivre. Donc, c'est là-dessus qu'il faut appuyer en premier. Après, c'est préparer effectivement les donations pour éviter les coûts de succession non préparés. Mais malheureusement, on a beaucoup de cas, et on le voit bien. Hein. Je pense que les notaires le voient, avec des choses qui ne sont pas préparées. Et quand il y a plusieurs enfants et des gens qui sont plutôt assez... Voilà, on rentre aussi sur des générations où ils héritent des vignes, mais ils ne sont pas vignerons. Donc, à un moment, ils disent, bah oui, mais moi, je voudrais acheter un appartement, je veux acheter, voilà, c'est plus vraiment, ils sont plus vignerons, la génération qui arrive. Et donc, à un moment, ils disent, moi, je veux de l'argent et pas les vignes. Donc, on tombe sur il y en a un qui va être exploitant et les autres qui veulent vendre. Et à un moment, il faut trouver des solutions. Alors, la meilleure, c'est qu'il achète les vignes. L'exploitant achète les vignes. Mais malheureusement, bon, au coût que ça vaut, effectivement, on recule dans 25 ans, mais bon, pour l'instant, c'est les seules solutions. Moi, s'il y avait d'autres solutions, je suis prêt à en entendre. Peut-être plus d'accompagnement avec les banques, qui des fois ne suivent pas assez, je pense aussi, clairement, hein, je le dis, avec des taux bonifiés, parce que là, on remonte les taux. Peut-être que on a connu des taux bonifiés hein, sur les achats de vignes. Peut-être qu'il faut remettre en route ces systèmes-là. C'était plus d'actualité parce que les taux étaient bas, mais voilà, on va commencer à re-rentrer sur des taux qui sont relativement importants, et donc peut-être que les taux bonifiés sur les achats de vignes pour protéger son foncier serait pas inintéressant. Mais voilà, la fiscalité, oui, c'est important. Il faut essayer de préserver l'exploitation, effectivement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, on voit que le système a sauvé avec un gros investisseur, France Vallée, hein, qui, voilà, c'est un apporteur enfin, il regroupe des investisseurs, a permis de sauver 28 hectares qui ne sont pas partis comme ça, qui sont, où il y a eu un bail de signé à 25 ans avec les exploitants qui n'ont pas perdu leur surface. Donc oui, c'est reculé en espérant que ces gens-là soient en capacité à un moment de racheter peut-être les parts, de racheter les vignes qu'ils ont laissé partir à un moment parce qu'ils ont bien géré, mais oui, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est mieux que de laisser partir d'un seul coup sur les grands groupes hein, qui sont en capacité d'acheter ces 28 hectares-là, seraient aujourd'hui dans les grandes maisons de champagne, sans problème. Hein. Excusez-moi, en tant que coopérative, vous voyez l'évolution si vous pouvez nous parler en pourcentage de gens maintenant qui vont plutôt vers le négoce que vers
C'est énorme. Enfin, moi, je me rends pas compte, en fait. Les gens, des fois, ont facilité avec des fois, C'est une grosse évolution. interrogent plus facilement un négoce que sa coopérative ou que le syndicat général des vignerons. Dans une Clairement. COP, tu prends des parts sociales, que le négoce, il arrive, il dit bah, moi, les vignes, je vous les fais, je vous les paye, mais vous n'avez pas de part sociale et je vous invite à Paris au Jeux de Ballon. C'est vrai, du coup, les COP. Avec des Oui, contrats, des fois, qui sont un peu. c'est pour ça qu'il faut parler de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut aussi faire de la Champagne. Voilà aussi. Hein. Derrière c'est du syndicalisme, hein, je ne me cache pas. Hein. Je crois en notre façon d'avoir mené la Champagne aujourd'hui. C'est parce que la Champagne aujourd'hui vit bien et on vit tous bien. Parce que ceux qui détiennent le foncier, ce sont les vignerons, aujourd'hui encore, en majorité. Et que donc le négoce, c'est eux qui achètent le raisin. Ils ont besoin du raisin pour faire leur bouteille. Donc on est en donnant. Le jour où ils auront beaucoup de foncier et qu'ils auront moins besoin de nos raisins, on peut se poser des questions. Donc voilà, c'est des solutions pour essayer de préserver le foncier. Oui. Si, ou alors le négoce, les petites parcelles, ça les intéresse pas. J'ai une question tout là-haut. Moi, j'ai une question sur la dernière slide sur le fait de présenter pour une surface de plus de 4 hectares en 2023, c'est plutôt avec France Vallée ou avec les GFM? Il y a dû avoir, il y a les deux, je crois. Ouais. Enfin, il y a 45 arts avec GFAM et il y a les 9 hectares avec France Vallée. 45 arts, alors GFAM. Pardon, c'est sur 2023. Ah oui, annoncé pour 4 hectares qui sont traités en 2023. Alors, à mon avis, 2023, il y aura plus parce que là, il y a un gros dossier qui est pour ceux qui sont un peu dans l'actualité, un gros dossier foncier en Champagne qui va être publié. Voilà, donc, tout le monde va pouvoir. Enfin, d'ailleurs, il est déjà connu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se positionnent et c'est bien. Il y a des vignerons qui se positionnent, donc c'est ce qu'il faut, plutôt que des investisseurs. Et donc, voilà, si ça peut être les vignerons qui récupèrent ces vignes-là à vendre, voilà, c'est très bien. Mais c'est plutôt avec France Vallée ou avec des clients? Non, GFAM, c'est compliqué. Pour être clair, pour l'instant, c'est des opérations qui ont été menées, qui sont un peu plus compliquées. Parce que, alors, GFAM, c'est groupement foncier agricole mutuel. Donc, ça existe en agriculture. Et on est venu se greffer un peu pour essayer de capter du viticole. Sauf que le prix du foncier agricole n'est pas le même. Et donc, pour lever les fonds pour aller acheter du foncier viticole, voilà, ce n'est pas les mêmes sommes. Et les GFAM existants n'ont pas les sommes équivalentes au coût du foncier viticole, pour l'instant. Après, dans les GFAM, on peut faire rentrer aussi des apporteurs de capitaux autres que des agriculteurs. Mais dans les structures types qui ont été montées au début, ça existait déjà en agriculture, et tant mieux. C'est-à-dire que les agriculteurs se sont mis tous à mettre de l'argent dans des GFAM pour essayer d'accompagner, pour pas que les parcelles partent que sur les grosses fermes, et essayer d'installer des nouveaux entrants, des jeunes, voilà, avec des règles d'installation, ce qui est pas mal, mais en viticole, on est plutôt frileux là-dessus. Hein. Quand on demande un peu aux vignerons de mettre la main à la poche pour aller abonder un fonds commun, parce que ça serait l'idéal, hein, c'est que tous on cotise un petit peu tous les ans pour créer un fonds commun. Et ce serait nous les investisseurs, alors pas pour exploiter personnellement une vigne, mais pour protéger le système, ça serait l'idéal. Mais le viticole n'est pas dans cette façon-là de voir les choses. Peut-être que c'est une grosse erreur et qu'il faudrait le faire. Mais moi, je milite pour qu'à un moment, on soit en capacité. Et les vignerons qui sont fortement imposés aussi, parce que bon, on entend souvent, je paye beaucoup d'impôts, je paye beaucoup de MSA, c'est aussi des systèmes qui permettent de défiscaliser un peu quand même, hein, d'échapper à de l'impôt. On va abonder des parts de société, c'est pas si mal que ça. Des fois, plutôt que d'aller payer de la MSA et les impôts. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet peut-être à aborder un jour. Voilà, pour moi, le sujet, c'était si jamais tout ce qui était présenté ne marche pas. Merci, merci.